Mes parents ont saboté mon mariage juste pour réconforter ma sœur en train de divorcer. Je me suis marié à Bali à la place. Des mois plus tard, ils m'ont demandé de laisser ma sœur élever aussi mon bébé. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé mon avocat gérer la situation. Il n'arrêtait pas de lancer des pierres, j'ai construit une maison avec la dernière. La première fois que j'ai imaginé mon mariage, j'avais 6 ans, une thé d'oreiller sur la tête, 2 marguerites dans les mains, et j'épousais ma grenouille en peluche sur la balançoire du porche. Ils disent que le jour de votre mariage est censé être le jour le plus heureux de votre vie. Le mien ressemblait à une pièce de théâtre où la moitié de la distribution ne s'était jamais présentée. La musique résonnait dans la salle de bal plus fort qu'elle n'aurait dû. Le gâteau se dressait, grand et intact, par les personnes qui étaient censées le couper avec moi. Je me souviens avoir tenu un verre de champagne, souriant au toast, et prétendant ne pas remarquer que les tables marquées et réservées à la famille Moreau étaient complètement vides. Pas un seul d'entre eux n'est venu. Mes tantes, mes oncles, mes cousins, des gens que j'avais vus grandir chaque Noël et chaque fête nationale, étaient introuvables. Et pire encore, mes parents non plus. Seule la famille de Florian est venue de leur côté. Sa mère a pleuré quand je suis descendu dans l'allée et son père a fait un toast sincère qui a rendu toute la salle larmoyante. Son jeune frère a dansé avec moi et a fait rire tout le monde avec ses mouvements ridicules. Ils m'ont accueilli comme si j'étais l'une des leurs et j'ai vraiment essayé de laisser cela combler le vide. Mais rien ne remplace sa propre famille, surtout quand on a passé toute sa vie à essayer de gagner leur approbation. L'absence n'était pas un problème d'organisation ou une urgence, c'était un choix délibéré. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là, je me suis dit que je ne leur donnerais pas ça. J'ai souri pour les photos, j'ai ri quand le porteur d'anneau s'est endormi pendant la cérémonie, j'ai dansé avec Florian comme si rien d'autre n'avait d'importance. Mais à l'intérieur, j'étais brisé. Ce n'est que le lendemain matin, quand Florian dormait et que je me suis assise seule sur le balcon de notre suite d'hôtel, à regarder le lever du soleil sur le centre-ville de Lyon, que l'engourdissement a diminué juste assez pour ressentir quelque chose de réel. Pas de chagrin, pas de rage, juste la confirmation qu'il ne se souciait vraiment pas assez pour venir. Mais cette histoire ne commence pas le jour de mon mariage, elle a commencé bien avant, un après-midi d'octobre frais, quand Florian s'est agenouillé dans les jardins botaniques du parc de la Tête d'Or. Les feuilles étaient d'un orange et d'un rouge vibrant, et le ciel était une feuille bleue claire. Il tremblait, nerveux, d'une manière que je n'avais pas vue depuis longtemps. Sa voix s'est brisée quand il a dit mon nom, mais ses yeux étaient stables, pleins d'amour. J'ai dit oui avant même qu'il ait fini la question. Un couple voisin a applaudi, quelqu'un a proposé de prendre notre photo. Nous nous sommes embrassés sous un érable et je me souviens avoir pensé, pour la première fois depuis longtemps, que peut-être la vie allait enfin bien se passer pour moi. J'ai appelé ma mère ce soir-là, toujours rayonnante. « Salut ma chérie », a-t-elle répondu, l'air distrait. « Maman », j'ai dit, ma voix tremblant d'excitation, Florian m'a demandé en mariage aujourd'hui, dans les jardins. C'était magnifique. Il y a eu une longue pause, puis un hésitant mot. « Oh, c'est soudain, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit. « Tu es sûr que ce n'est pas trop tôt ? » Nous sommes ensemble depuis presque 4 ans, lui ai-je rappelé, en essayant de garder la blessure hors de ma voix. « Droit ?» a-t-elle murmuré. « Je suppose que je pensais juste que tu attendrais un peu plus longtemps, surtout avec tout ce qui se passe. » J'ai froncé les sourcils. « Tout ce qui se passe. » Elle n'a pas élaboré. Plus tard cette nuit-là, j'ai compris. Ma sœur Sophie venait de se séparer de son mari, Julien. Je ne connaissais pas toute l'histoire, mais maman l'avait mentionné vaguement la semaine précédente, disant que Sophie restait avec eux pendant un moment. Pourtant, je ne voyais pas le lien, mes fiançailles n'avaient rien à voir avec sa rupture de mariage. J'ai appelé Sophie le lendemain matin, une partie de moi espérant peut-être que nous pourrions recommencer, peut-être que la distance que nous avions toujours eue commencerait à se combler avec quelque chose d'aussi joyeux que cela. « Salut », j'ai dit, « je voulais que tu l'entendes de moi, Florian m'a demandé en mariage, nous allons nous marier. » Il y a eu une pause. « Waouh », a-t-elle dit finalement. « Félicitations, je suppose que c'est une grande nouvelle. » Pas de sourire dans sa voix, pas de questions sur la bague, pas de suivi, juste une réponse plate et un rapide « il faut que j'y aille avant que la ligne ne se coupe ». Ça ne m'a pas surprise, pas vraiment. Sophie et moi n'avons jamais été proches. Elle était l'enfant d'or, l'élève avec des A, celle qui faisait rayonner maman et papa lors des événements scolaires. J'étais la silencieuse, l'artiste qui aimait lire, dessiner et rester à l'écart.
Nous ne nous sommes jamais vraiment battus, mais nous ne nous sommes jamais non plus rapprochés. Pourtant, je ne m'attendais jamais à ce qu'elle soit cruelle. 3 semaines plus tard, maman a rappelé. Ma chérie, je voulais te parler du mariage, a-t-elle dit doucement. J'étais en train d'écrire des notes de remerciement à la famille de Florian pour un dîner de fiançailles surprise qu'il nous avait organisé. J'ai posé mon stylo. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? Ton père et moi pensions juste, avec ce que Sophie traverse avec sa séparation, peut-être que ce n'est pas le meilleur moment pour une grande célébration. C'est difficile pour elle, tu sais. Elle est très fragile en ce moment. Alors tu veux que je reporte mon mariage pour Sophie? Pas exactement un report, juste peut-être attendre un peu, lui laisser un peu de temps, laisser les choses se calmer. J'ai senti quelque chose de froid se presser contre ma poitrine. Nous avons déjà commencé à faire des dépôts, j'ai dit. Nous avons réservé le lieu, envoyé les faire-part, les gens font des plans de voyage. Je sais, a-t-elle dit rapidement. Mais la famille doit passer en premier, et en ce moment, ta sœur a besoin de soutien. Je suis aussi ta famille, j'ai dit, la voix tremblant. Elle n'a pas répondu à cela, disant juste quelque chose de vague sur le fait de réfléchir et raccrochant. Ce fut le moment où j'ai su que ce n'était pas seulement à propos du mariage, ce ne l'avait jamais été. Il s'agissait de Sophie étant toujours la première, toujours celle pour qui valait la peine de réorganiser sa vie, et moi, l'après-coup, celle à qui on s'attendait de faire des compromis, de comprendre, de rester silencieuse. Je me suis assise en silence pendant longtemps, regardant par la fenêtre, mon café refroidissant sur la table. Il n'allait pas venir, je le sentais déjà, et je n'avais aucune idée à quel point Sophie était prête à aller pour s'en assurer. Cela a commencé petit d'abord, juste quelques réactions étranges de la famille élargie, un message de tante Denise qui semblait inhabituellement distant, un message vocal de la cousine Sophie disant qu'elle n'était pas sûre de pouvoir venir au mariage après tout, les choses étaient juste trop compliquées en ce moment. Je n'y ai pas beaucoup pensé, pas encore. Mais ensuite, j'ai reçu l'appel de mon père. Il m'appelait rarement en grandissant, il avait toujours été du type observateur silencieux, content de laisser maman gérer la plupart de l'effort émotionnel. Alors quand mon téléphone s'est allumé avec son nom un matin, alors que je marchais vers le café près de notre appartement, je me suis arrêté net. « Et papa ?» j'ai répondu, en essayant de ne pas avoir l'air surprise. « Et ma petite ?» a-t-il dit, sa voix calme et mesurée. « Tu as une minute ?» Sûr, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pu entendre son soupir. « Écoute, je sais que ta mère t'a parlé du mariage et de Sophie. » Je suis restée silencieuse. « Elle n'est pas dans un bon état en ce moment, » a-t-il continué. « Elle reste avec nous à plein temps maintenant. Ça a été des mois difficiles, Julien a déménagé pour de bon. Je suis désolé de l'entendre, j'ai dit, mais je ne suis pas sûr de la pertinence de cela pour mon mariage. Eh bien, a-t-il dit, en s'arrêtant à nouveau, c'est juste, peut-être que ce n'est pas le meilleur moment pour un grand événement, tu sais comment les gens parlent. Toute la famille murmure déjà, essayant de comprendre ce qui s'est passé entre eux. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Ta sœur dit que tu étais proche de Julien. Je me suis arrêté de marcher. Quoi? Elle est bouleversée, a-t-il dit. Vraiment bouleversée. Elle a dit qu'il y avait des choses que tu lui avais dites, que tu l'encourageais à partir, lui disant qu'il serait mieux. Ce n'est pas vrai, j'ai dit, ma voix se resserrant. Je n'ai même pas parlé à Julien depuis plus d'1 an. Nous n'avons jamais été proches. J'ai à peine dit 10 mots à Julien lors de réunions de famille. Je ne t'accuse pas, Manon. Je dis juste que c'est la perception, et c'est un moment sensible. Peut-être que reporter le mariage donnerait aux gens de l'espace pour se calmer, se concentrer sur Sophie pendant un moment. Alors c'est ça, j'ai demandé. Tu veux que j'annule mon mariage pour ne pas offenser Sophie? Il n'a pas répondu directement. J'ai raccroché peu de temps après. Mes mains tremblaient. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, mais la douleur dans ma poitrine brûlait tout le chemin du retour. Florian m'a trouvé assise à la table de la cuisine, fixant un mot collant où j'avais écrit la date limite de RSVP. Qu'est-ce qui s'est passé, m'a-t-il demandé, posant son sac. Ma famille pense que j'ai convaincu le mari de Sophie de la quitter, j'ai dit sèchement. Et ils veulent que je reporte le mariage pour qu'elle ait la paix. Florian a cligné des yeux. Attends, quoi? Je lui ai tout raconté, l'appel téléphonique avec mon père, la façon dont la famille se retirait lentement, le mensonge que Sophie racontait, et comment mes parents ne le remettaient même pas en question.
C'est de la folie, a-t-il dit. Ont-ils la moindre idée de combien de temps nous avons planifié ça? Ils ne s'en soucient pas, j'ai murmuré. Pas vraiment. S'ils doivent choisir entre Sophie et moi, ils ont déjà fait leur choix. Les semaines suivantes furent brutales. Plus de parents ont envoyé leurs regrets, certains ont cessé de répondre complètement. Une de mes cousines, avec qui j'étais autrefois proche, m'a envoyé un message vague: j'espère que les choses vont se calmer bientôt, puis a disparu de tous les réseaux sociaux. J'ai essayé de l'affronter directement. J'ai appelé ma mère un après-midi, ayant besoin d'entendre quelque chose, n'importe quoi, qui donnerait un sens à cela. Maman, pourquoi Sophie dit-elle aux gens que j'ai causé son divorce? Il y a eu un silence, puis un soupir. Elle souffre, Manon. Elle est confuse. Elle dit que Julien a changé à cause de choses que tu as dites, des choses que tu l'as encouragé à faire. Quelle chose? J'ai claqué. Je ne lui ai même pas parlé, je n'ai jamais appelé, jamais envoyé de message, tu sais ça. Je sais ce qu'elle nous a dit, a-t-elle dit doucement, et en ce moment, il est plus facile de lui laisser de l'espace. Alors tu vas soutenir ses mensonges, j'ai demandé. Tu vas la laisser brûler mon mariage pour le sol parce qu'elle a fait un mauvais choix de mariage? C'est ta sœur, Manon. Le sang compte. J'étais stupéfaite. Tu es ma mère, j'ai dit. Ça ne compte pas? Je n'ai plus eu de ces nouvelles après ça. Ce soir-là, Florian et moi nous sommes assis par terre dans notre salon, entourés de boîtes de décoration de mariage qui venaient d'arriver. J'ai ramassé un marque-place et les regardé comme s'il appartenait à la vie de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on devrait s'enfuir, j'ai dit doucement. Florian s'est approché et m'a pris la main. Non, nous faisons cela selon nos conditions, pas les leurs. J'ai hoché la tête, mais les dégâts avaient déjà commencé. Chaque fois qu'un autre RSVP revenait avec un nom, c'était comme une autre fissure dans la fondation de ma santé mentale. Puis est arrivé le message de Julien. Je ne m'y attendais pas. Il a atterri dans ma boîte de réception comme un fantôme d'un passé auquel je n'avais jamais prêté attention. Salut Manon. Je suis vraiment désolé de te déranger. Je voulais juste dire que je suis désolé pour tout ça. Je ne sais pas ce que Sophie a dit aux gens, mais je sais que rien de tout cela n'est de ta faute. Je n'y ai jamais cru. J'ai fixé l'écran, le souffle coupé. Si jamais tu veux parler ou juste entendre ce qui s'est vraiment passé, je suis là. Encore. Je suis désolé que tu vives ça. Je n'ai pas répondu, pas alors. Mais ce message fut un tournant. Sophie ne se contentait pas de se défouler, elle orchestrait, et mes parents, consciemment ou non, l'aidaient. La semaine suivante ressemblait à si je vivais au milieu d'une tempête silencieuse. En surface, rien n'avait l'air différent. Les plans de mariage continuaient, la fleuriste a confirmé la commande, la coordinatrice du lieu nous a envoyé la disposition. J'ai récupéré ma robe à la boutique du centre-ville de Lyon avec ma meilleure amie Olivia, qui a pleuré quand je l'ai réessayée et m'a dit que je ressemblais à de la poésie. Mais en coulisses, les choses se défaisaient. La liste des RSVP a commencé à rétrécir. Des gens qui s'étaient autrefois extasiés sur leur excitation ont soudainement changé de ton. Quelques-uns ont envoyé des messages polis invoquant des conflits de voyage ou des obligations professionnelles imprévues. D'autres n'ont même pas pris la peine d'excuses, ils ont juste cessé de répondre. Un soir, Olivia m'a appelé pendant que je préparais mon repas dans la cuisine. « Ça va ?» m'a-t-elle demandé. « Ouais, juste fatigué », j'ai dit, en essayant de ne pas brûler ce poulet. J'ai entendu son hésitation. Alors, je ne voulais rien dire, mais tu devrais probablement savoir qu'il y a un groupe de discussion auquel certaines de tes cousines appartiennent. Elles parlent du mariage. J'ai marqué une pause. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas bon, Manon. Sophie est là. Elle poste ces petits messages cryptiques, des choses comme le trahison vient toujours des gens les plus proches de vous, et que certaines femmes ne supportent tout simplement pas de voir leurs sœurs heureuses. Mon estomac s'est tordu. Elle n'a pas dit ton nom, a continué Olivia, mais c'est évident qui elle veut dire. Et ta tante Linda a commenté quelque chose comme Julien n'était peut-être pas la seule raison pour laquelle le mariage n'a pas fonctionné au point. Je me suis appuyé contre le comptoir, la spatule glissant de mes doigts. Est-ce qu'ils achètent vraiment ça? Certains oui, pas tous, mais ceux qui ont toujours adoré Sophie, ils y sont tous. Je voulais rire ou hurler. Au lieu de cela, je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis j'ai fixé mon téléphone comme si c'était un objet maudit.
Sophie avait toujours su comment créer une image. Elle était la polie, celle avec le compte Instagram soigné et les amis de sororité, et les photos de vacances soigneusement posées. Donc ça ne m'a pas surprise qu'elle ait pris son chagrin d'amour et l'ait enveloppé dans un éclairage doux et des citations mélodramatiques. Un jour, elle a posté une photo d'une rose flétrie sur un rebord de fenêtre. La légende disait « La perte blesse le plus profondément quand le couteau est tenu par quelqu'un que vous appeliez sœur ». Un autre post était une photo d'elle et Julien à une époque plus heureuse. La légende n'était qu'un emoji de cœur brisé et le mot « rappelle-toi ». C'était subtil, stratégique et profondément malhonnête. J'ai continué d'attendre que quelqu'un me message pour demander mon point de vue, mais personne ne l'a fait. Pas même les cousins qui avaient dansé avec moi lors des réunions de famille ou partagé des secrets avec moi lors des soirées pyjama quand nous étions enfants. Ils ont juste disparu. J'ai essayé de me concentrer sur le mariage. Florian était toujours là, se lançant dans les derniers détails. Il a construit lui-même la toile de fond de la cabine photo dans le garage, il a vérifié la disposition des tables, il s'est assis avec moi sur le sol du salon à bourrer des sacs de bienvenue avec de petits pots de miel et des notes manuscrites. Nous le faisons toujours, a-t-il dit une nuit alors que nous plions des programmes. Je sais, j'ai dit, en essayant d'y croire. Ce n'est pas à propos d'eux. Mais chaque jour semblait un peu plus lourd, chaque pas de plus vers l'hôtel semblait comme entrer dans un brouillard dont je ne pouvais pas me sortir. À un moment donné, j'ai appelé ma cousine Sophie. Nous ne nous étions pas parlé depuis des semaines et elle me manquait. Hey, j'ai dit quand elle a répondu, je voulais juste prendre de tes nouvelles, voir comment tu allais. Il y a eu une longue pause. Je vais bien, a-t-elle dit finalement, j'essaie juste de rester en dehors du drame. Alors tu as entendu les rumeurs? Ouais. Écoute, Manon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout le monde dit des choses différentes, et Sophie a traversé beaucoup de choses. Moi aussi, j'ai dit, mais je suppose que personne ne s'en soucie. Elle n'a pas répondu. J'ai raccroché doucement et j'ai ajouté son nom à la liste des personnes sur lesquelles je ne pouvais plus compter. Un soir, Florian m'a trouvée assise dans le placard, me serrant les genoux. Il pense que je suis la méchante, j'ai murmuré. Ma propre famille. Parce que Sophie est douée pour avoir l'air brisé et je n'ai jamais été doué pour faire pitié aux gens. Florian s'est assis à côté de moi et m'a serré dans ses bras. Ils ont tort, a-t-il dit. Et s'ils ne peuvent pas voir qui tu es vraiment, alors ils ne t'ont jamais vraiment vu. Les mots m'ont consolé plus que je ne m'y attendais. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré l'odeur de la lessive et de son cologne. Pour ce moment, je me suis senti en sécurité. Le lendemain matin, nous avons finalisé le plan de table. La moitié des tables familiales étaient maintenant marquées « Amis de la mariée ». Olivia a proposé de combler les lacunes partout où c'était nécessaire, tout comme les cousins de Florian. Mes beaux-parents étaient des gens gentils et généreux qui me connaissaient à peine, mais qui me traitaient comme si j'avais de l'importance, comme si j'étais assez. Je m'accrochais à cela, à eux. Le jour où les invitations devaient être envoyées, j'ai reçu un texto de Sophie. J'espère que tu es fier. Tu m'as tout pris. J'espère que ton mariage vaut les ravages que tu as laissés derrière toi. Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de fixer l'écran jusqu'à ce que les mots se brouillent. Elle n'était pas seulement en colère, elle voulait me détruire, et mes parents n'avaient toujours rien dit. C'était un mardi matin quand Olivia m'a envoyé la capture d'écran. J'étais à mon bureau, essayant de me concentrer sur les emails du traiteur, quand son message est apparu. As-tu vu ça? J'ai ouvert l'image et mon estomac s'est effondré. C'était une publication Facebook de ma mère, une photo d'une petite fille assise seule sur un banc dans un jardin, son visage détourné de l'appareil photo. La légende disait, certaines filles construisent des ponts, d'autres les brûlent juste pour se réchauffer. Il y avait déjà plus de 20 commentaires. Sympathie, accord, quelques pics subtils de parents que je n'avais pas entendus depuis des mois. Tante Marcelle avait répondu en priant pour la paix, oncle Raymond avait posté un emoji de cœur brisé. Le pire, c'était les likes, le soutien silencieux, comme si cette condamnation silencieuse était en quelque sorte noble. Je ne savais pas ce qui faisait plus mal, la condescendance passive ou le fait que ce ne soit même pas subtil. Florian est entré dans la pièce juste au moment où je posais mon téléphone sur le bureau. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tendu et j'ai vu son expression se durcir. Elle a posté ça publiquement, a-t-il demandé avec leur vrai nom commentant. J'ai hoché la tête. Ça se répand vite, j'ai dit. Tu vas bien? Pas vraiment. Il a pris une profonde inspiration,
puis a saisi son téléphone et a commencé à taper. Quelques minutes plus tard, il me l'a tendu. Caleb dit qu'il peut t'aider. Il suit tout. Si ça continue comme ça, je pense qu'on peut au moins envoyer une mise en demeure pour arrêter la diffamation. J'ai hésité. Caleb Martin était l'un des amis les plus proches de Florian à l'université, il travaille maintenant dans un cabinet d'avocats de taille moyenne à Marseille. Il avait toujours été gentil, chaque fois que nous nous croisions, le genre de gars qui se souvient des anniversaires et envoie des cadeaux de mariage attentionnés. Mais cela semblait personnel, compliqué. Je ne sais pas, j'ai dit. Ça semble extrême. Extrême, c'est accuser publiquement d'avoir ruiné la vie de ta sœur, a dit Florian. Extrême, c'est laisser ta mère faire de toi une méchante en ligne tout en prétendant que c'est poétique. Je n'ai pas répondu, je me suis contenté de fixer l'écran. L'image de la petite fille sur le banc était encore gravée dans mon esprit. Ce soir-là, Caleb a appelé. Et Manon, a-t-il dit, désolé que ce ne soit pas dans de meilleures circonstances. Merci d'avoir proposé d'aider, j'ai dit doucement. Il m'a posé quelques questions sur ce qui avait été dit publiquement, sur les posts de Sophie, sur les captures d'écran ou les déclarations écrites de personnes qui avaient changé d'avis quant à venir au mariage. Si tu veux aller de l'avant, a-t-il dit, je peux rédiger une lettre. Rien d'agressif, juste une demande formelle pour arrêter les mensonges et supprimer ce qui a déjà été posté. J'y penserai, lui ai-je dit. Les jours suivants furent plus calmes, mais pas dans le bon sens. C'était le genre de calme qui précède un orage. Mon téléphone ne sonnait plus autant, pas de textos de cousins, pas d'appels de parents, mais l'air semblait lourd. Puis un autre post a fait surface, celui de Sophie. C'était une photo d'une échographie, pas la sienne bien sûr, une image de stock. La légende disait, je pensais annoncer quelque chose de beau cet été, mais la vie a eu d'autres plans. Certaines blessures sont trop profondes pour être expliquées. Il y a eu des centaines de réactions, des messages de soutien, des amis se taguant pour dire tiens bon. Ma mère a commenté avec un cœur et les mots elle méritait mieux. Je me suis senti malade. Elle utilisait la maternité maintenant, jouait la victime de l'infertilité, du chagrin, de la trahison, tout cela réuni dans un seul récit qui la faisait passer pour la femme lésée et moi pour le voleur sans cœur. Florian et moi étions assis sur le porche ce soir-là quand j'ai finalement rompu le silence. Allons envoyer la lettre, j'ai dit. Il n'a même pas hésité. Ok, j'appellerai Caleb demain. Et ensuite, j'ai demandé. Ensuite, nous nous marierons, nous avancerons. Nous arrêterons de les laisser écrire votre histoire à votre place. Cela semblait simple, mais rien ne semblait simple. Ce week-end-là, Lorraine a appelé. Je n'ai pas décroché, elle a laissé un message vocal qui commençait par « ta sœur souffre » et se terminait par « tu ne sais pas ce que la maternité fait au cœur d'une femme ». Je l'ai supprimé. Puis elle m'a envoyé un texto avec une photo de mon enfance, moi et Sophie assises dans des robes assorties le dimanche de Pâques. J'avais 5 ans, elle en avait 7. Nous tenions toutes les deux de petits paniers d'œufs en plastique et rions. La légende disait, je manque de ça. Je n'ai pas répondu. Plus tard cette nuit-là, Florian s'est assis à côté de moi avec son ordinateur portable et a ouvert une ébauche de la lettre que Caleb avait envoyée. C'était calme, précis, une notification formelle que la diffamation et les fausses allégations pouvaient avoir des conséquences juridiques. Elle demandait la suppression des publications sur les réseaux sociaux et la cessation de toute discussion publique future impliquant une mauvaise conduite. Ce n'était pas de la colère, c'était du contrôle. J'ai signé. Puis j'ai fermé mon ordinateur et j'ai regardé par la fenêtre pendant longtemps, en écoutant le vent taper doucement contre la vitre. Nous avions essayé la gentillesse, le silence, la patience. Maintenant, nous choisissions autre chose. Le couloir à l'extérieur de la suite nuptiale était étrangement silencieux. J'entendais le léger bourdonnement de la climatisation et l'écho des talons de quelqu'un dans le couloir. À l'intérieur, je me suis assise sur le bord d'un ottoman en velours, toujours dans ma robe de chambre, fixant fixement la robe de mariée suspendue à la porte. C'était censé être le jour le plus heureux de ma vie, mais j'avais l'impression de regarder la catastrophe de quelqu'un d'autre se dérouler au ralenti. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un texto d'Olivia. Vérifie ton email maintenant. J'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai tapé dans ma boîte de réception. Le voilà, transféré par quelqu'un que je ne connaissais même pas, une publication publique d'un compte Facebook sous un faux nom. Mais la photo était de moi et Florian, prise de l'annonce de nos fiançailles. La légende était brutale.
Et si votre sœur épousait votre mari? Je me suis contenté de fixer l'écran, incrédule. Il y a eu des centaines de partages, les commentaires allaient de confus à cruels. Certains spéculaient déjà sur mon caractère, me traitant de tout, d'un serpent à un manipulateur. Et puis j'ai vu un nom que je reconnaissais. Tante Marcel avait commenté, je n'arrive pas à croire ça. Si c'est vrai, j'ai le cœur brisé. Mon estomac s'est effondré. Olivia a fait irruption dans la pièce, essoufflée. Tu l'as vu? J'ai hoché la tête, ma gorge trop serrée pour parler. Ça se répand vite. Les gens commencent à parler. En bas, quelques cousines de ta mère viennent de quitter le lieu. Je me suis levé, les mains tremblantes. Mon reflet dans le miroir ressemblait à une étrangère. J'avais l'air d'une mariée, mais je me sentais comme un scandale. Florian est entré un instant plus tard, le téléphone à la main. Il avait ce regard sur son visage, calme mais avec un feu qui montait derrière ses yeux, cette colère tranquille et concentrée que je n'avais vue qu'une poignée de fois. Nous devons partir, a-t-il dit. Partir, n'importe où sauf ici. Il s'est approché de moi et m'a pris les deux mains. Ses paumes étaient chaudes, me réconfortant. Cela ne semble pas juste. Ce n'est pas ce que nous avions prévu. Ce n'est pas ce que nous méritons. Nous n'avons pas à rester ici et à absorber ce chaos. Tu parles de quitter notre propre mariage. Je parle de protéger notre paix. L'expression m'a frappé. Protéger notre paix. J'avais passé tellement de temps à me préparer à l'impact, à essayer de survivre au prochain coup de Sophie, au prochain silence de mes parents. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais pas à le faire. Je n'avais pas à les laisser contrôler mon histoire. Je lui ai demandé doucement, que ferions-nous? Il a sorti son téléphone à nouveau. J'ai déjà vérifié les vols. Il y en a un pour Bali qui part dans 6 heures. Nous devrons agir vite, mais je peux organiser ça. Je peux le réserver maintenant. Mes yeux se sont remplis de larmes. Tu ferais vraiment ça? Disparaître? Avec toi, en un battement de cœur. Derrière nous, Olivia ouvrait déjà ma valise. Elle a sorti une robe d'été blanche et un blazer léger. Si nous faisons ça, tu ne voleras pas en robe de soie, a-t-elle dit avec un clin d'œil. J'ai laissé échapper un rire tremblant, le premier rire sincère depuis des jours. Pendant qu'Olivia m'aidait à me changer, Florian passait les appels, d'abord à la compagnie aérienne, puis au concierge de l'hôtel pour régler notre départ anticipé. J'ai envoyé un SMS à notre célébrant avec un simple message, changement de programme, nous n'aurons pas besoin de vos services aujourd'hui. Merci pour tout. Puis est venu le moment le plus difficile, sortir. Nous avons pris l'ascenseur arrière, celui qui donnait directement sur le garage souterrain. J'ai serré le bras de Florian, craignant de rencontrer quelqu'un, d'être arrêté, interrogé. Mais personne n'était là, même pas un voiturier. Alors que la voiture s'éloignait de l'hôtel, j'ai jeté un coup d'œil à l'auvent où je devais arriver dans une limousine blanche. Ma mère avait insisté sur l'arche florale, mon père avait opposé son veto à un groupe live. Ils n'étaient pas à l'intérieur, mais leur silence l'était. Florian m'a tenu la main tout le trajet jusqu'à l'aéroport. Aucun de nous n'a dit grand-chose. Qui avait-il à dire? Que notre mariage s'était transformé en cauchemar de relations publiques? Que notre famille nous avait échangé contre l'histoire larmoyante de Sophie? Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, l'agent de bord nous a regardés avec une légère surprise alors que nous nous enregistrions avec 2 bagages à main et sans sourire. Je me demandais ce qu'elle voyait, une mariée en fuite, un couple échappant au froid, ou juste 2 personnes fatiguées d'être blessées? Une fois passés les contrôles de sécurité, nous avons trouvé un coin tranquille et nous nous sommes assis. J'ai posé ma tête sur l'épaule de Florian. Penses-tu qu'ils comprendront jamais pourquoi nous sommes partis? Il a embrassé mes cheveux. Peut-être, peut-être pas. Mais cela n'a jamais été pour qu'ils comprennent. Il s'agissait de nous survivre. L'embarquement a été appelé peu de temps après. Alors que nous descendions la passerelle, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de libération. Le mariage était parti, mais l'attente aussi. J'ai envoyé un dernier SMS à Olivia avant d'éteindre mon téléphone, merci pour tout. Dis-leur ce que tu veux, je m'en fiche. Puis je l'ai éteint. Alors que l'avion taxiait sur la piste, j'ai regardé par la fenêtre. Lyon disparaissait en dessous de nous, grise et verte, et pleine de fantômes. Nous n'avons plus parlé avant d'être au-dessus de l'océan Atlantique. Florian a de nouveau saisi ma main et l'a serrée doucement.
Nous écrirons nos propres vœux sur une plage, juste nous deux. Promis? Promis. Et pour la première fois depuis ce qui semblait être des années, j'ai osé croire en quelque chose de nouveau, quelque chose de pur, quelque chose qui ne venait pas avec le silence, les accusations ou les conditions impossibles. Juste l'amour, juste nous. La cérémonie a eu lieu un jeudi après-midi, sous la lumière dorée d'un coucher de soleil balinais. Ce n'était pas prévu, pas dans le sens traditionnel. Il n'y avait pas de plan de table, pas de liste de RSVP, personne ne s'occupait des centres de table ou des serviettes à cocktail. Juste une brise douce, le son des vagues en arrière-plan, et la main de Florian dans la mienne. Le concierge de la station nous avait aidé à trouver un officiant local et 2 touristes du Michigan qui avaient accepté d'être nos témoins. Ils ont pleuré plus que moi, ce qui m'a fait rire au milieu de nos vœux. Je portais la robe d'été blanche qu'Olivia avait emballée, et Florian portait un pantalon en lin qu'il avait trouvé dans une boutique voisine. Je n'avais même pas touché ma robe de mariée. Elle est restée à Lyon, comme la version de moi qui pensait devoir supplier pour avoir de la place dans sa propre famille. Quand l'officiant nous a déclarés mari et femme, Florian m'a d'abord embrassé le front, puis les lèvres. Ce n'était pas un baiser pour le spectacle. C'était calme, réel et constant. Après tout, cela ressemblait à un atterrissage après un long vol turbulent. Ce soir-là, nous nous sommes assis sur la plage, les pieds enfouis dans le sable, avec une bouteille de vin local entre nous. La lune s'est levée lentement, projetant de l'argent sur les vagues. Je n'ai pas parlé pendant longtemps. Je n'en avais pas besoin. Pour la première fois depuis des années, mon silence n'était pas ignoré, il était honoré. Finalement, j'ai sorti mon téléphone, pas pour faire défiler ou lire des mauvaises nouvelles, mais pour écrire. J'ai ouvert une note vide et j'ai commencé à taper des messages pour les personnes qui s'étaient montrées pour moi quand ça comptait, Olivia, ma patronne Carole, mes 2 cousines de Bretagne qui avaient osé assister au mariage malgré les murmures, les parents de Florian qui m'appelaient leur fille bien avant que je ne prononce des vœux. J'ai écrit des lettres de remerciement, pas dramatiques ou trop sentimentales, juste des notes de gratitude honnêtes. Je ne les ai pas envoyées tout de suite. Je n'étais pas prête à réengager avec le monde extérieur, mais je devais me rappeler qu'il y avait toujours des gens qui m'avaient vu clairement. 3 jours se sont écoulés avant que j'appelle Caleb. Il a décroché à la 2e sonnerie. Manon, a-t-il dit, l'air à la fois surpris et pas surpris. Je me demandais quand j'aurais de tes nouvelles. Je me suis appuyé contre le cadre en bois de notre bungalow, la brise de l'océan poussant des mèches de cheveux dans ma bouche. Je suis prête, j'ai dit. Sa voix est devenue plus nette. Prête à quoi? À riposter? Il y a eu une pause, puis il a dit, dis-moi tout. Je lui ai parlé du post Facebook et du compte anonyme, de la façon dont il s'était répandu comme une traînée de poudre. J'ai décrit l'atmosphère du lieu de mariage, les parents qui sont partis, les dégâts déjà causés. Je n'ai pas pleuré, je pensais que je le ferais, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai sonné comme quelqu'un lisant une liste de dommages après une tempête. Il a posé des questions, qui l'a reposté? Qui a aimé? As-tu des captures d'écran? Quelqu'un a-t-il contacté après avoir lu? J'avais la plupart de ces informations enregistrées. Olivia avait documenté tout ce qui s'était passé au moment où c'était devenu public. Elle avait les horodatage, la piste d'adresse IP, même une courte liste de personnes que nous pensions être impliquées. Tu as de la chance, a dit Caleb. La diffamation publique est plus facile à suivre que ce que les gens pensent, surtout lorsqu'ils utilisent des comptes jetables liés à de vieux numéros de téléphone ou à des emails recyclés. Peux-tu envoyer une lettre, un avertissement? Je suis déjà en train de la rédiger. Et ainsi commença. Pendant que Florian réservait des massages ou planifiait des sorties de plongée avec tuba, je parlais à Caleb tous les jours. Il m'a aidé à créer un dossier de documents, à recueillir des témoignages et à préparer une lettre de mise en demeure. La première irait directement à mes parents, la seconde à Sophie. Cela ne les arrêtera pas complètement, a-t-il prévenu, mais cela les mettra au courant. Et s'ils continuent de pousser, nous escaladerons. Une partie de moi se sentait encore coupable, comme si je trahissais quelque chose de sacré en intentant une action en justice contre ma propre famille. Mais une autre partie, celle qu'ils avaient humiliée, ignorée et calomniée, ressentait quelque chose de proche de la paix. Ce n'était pas une vengeance, c'était une réclamation. Florian et moi sommes restés plus longtemps que prévu à Bali. Chaque matin, nous nous réveillons à la lumière du soleil à travers des rideaux légers et au son des scooters qui ronronnaient devant le complexe. Nous nagions, nous faisions de la randonnée vers des temples,
nous faisions l'amour comme si le monde ne regardait pas. Un matin, Florian m'a apporté du café au lit et m'a dit, « Je sais que tu ne veux pas encore penser à Lyon, mais j'ai regardé des endroits à Nice. » Je me suis relevé de mon journal. « Tu veux déménager ?» Il a haussé les épaules. C'est un nouveau départ. Nous ne devons à personne une explication. Cette phrase encore. Un nouveau départ. J'ai hoché la tête. Parlons-en quand nous reviendrons. Lors de notre dernière soirée, j'ai écrit une dernière lettre, pas une note de remerciement, pas un brouillon juridique, un adieu à mes parents, bien que je ne l'ai jamais envoyé. Vous m'avez appris que le sang ne signifie pas toujours la sécurité, que le silence peut être plus fort que la trahison, que parfois le seul moyen de guérir est de partir. J'aime toujours l'idée de vous, mais je ne peux pas continuer à aimer des gens qui ne me voient que lorsqu'ils veulent quelque chose de moi. J'ai plié la lettre et je l'ai brûlée dans un petit bol sur la terrasse. La flamme a dansé un instant, puis s'est éteinte. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le poids de tout ce que nous avions appris de Julien, pesant lourd sur ma poitrine. La trahison, les années de silence, les mensonges qui m'ont coûté mon mariage. J'ai pensé au nombre de fois où j'étais restée silencieuse pour maintenir la paix, au nombre de conversations que j'avais avalées tout rond, en espérant qu'un jour la vérité remonterait à la surface d'elle-même. Mais la vérité ne flotte pas, elle coule sous le poids des récits des autres si vous ne la tirez pas vous-même. Alors je l'ai fait. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Pas avec rage, pas avec amertume, mais avec clarté. Caleb avait déjà préparé un ensemble de documents au cas où nous aurions besoin de nous défendre légalement, mais ce que j'écrivais maintenant n'était pas une défense juridique. C'était personnel. C'était tout ce que j'avais porté si longtemps, aligné en paragraphes, clairs et non embellis. J'ai inclus seulement des faits, la chronologie, le silence, les calomnies, les emails des parents qui se désinvitaient, les captures d'écran des groupes de discussion que mes amis m'avaient montrés. Et oui, avec la permission de Julien, j'ai inclus ce qu'il nous avait dit sur la trahison du contrôle des naissances et la décision de Sophie de transformer la rupture de son mariage en une partie du blâme contre moi. J'ai joint la déclaration notariée de Caleb confirmant la chronologie et le soutien factuel de chaque point. Florian était assis à côté de moi pendant que j'écrivais. Il ne disait pas grand-chose, il posait juste une main sur mon dos de temps en temps, comme un phare me gardant stable pendant que je traversais les vagues. Après 3 heures, je lui ai lu le tout à voix haute. Il a hoché la tête, disant que c'était fort mais juste. C'était tout ce que les gens méritaient de savoir. Je l'ai posté cet après-midi-là, sans nom, juste des initiales et une formulation prudente, mais tout le monde qui avait besoin de comprendre le comprendrait. Je n'ai tagué personne, je ne l'ai même pas partagé largement. Je l'ai juste laissé reposer. Et puis les messages ont commencé. D'abord sont venus les silencieux, un cousin que je n'avais pas entendu depuis des années demandant si ce que j'avais écrit était vrai, un ancien voisin de notre bloc d'enfance disant qu'il s'était toujours demandé pourquoi j'avais été exclu des réunions de famille, un ami d'université qui avait une fois assisté à un barbecue chez mes parents disant qu'il se souvenait comment Sophie avait toujours trouvé des moyens de ramener l'attention sur elle. Puis sont venus les plus bruyants, tante et oncle écrivant de longs textes décousus sur la façon dont ces genres de problèmes familiaux ne devraient pas être diffusés publiquement. D'autres défendant Sophie, m'accusant d'essayer de détruire son image alors qu'elle était clairement encore en deuil. Mais même parmi eux, il y avait de l'hésitation maintenant, pas un déni complet, juste de l'inconfort, comme s'ils réalisaient peut-être qu'ils ne connaissaient pas toute l'histoire. Lorraine et Julien n'ont pas répondu directement, mais ce soir-là, un parent éloigné m'a transféré une publication de la page Facebook de ma mère. Elle disait, « Certaines personnes réécrivent l'histoire lorsque leur conscience est claire, mais le silence n'équivaut pas à la culpabilité, cela équivaut à la classe. » Elle avait ce ton vague et performatif que Lorraine utilisait toujours quand elle essayait de paraître gracieuse tout en semant. Ce qui m'a le plus frappé, c'est ce qui ne s'est pas produit, Sophie n'a rien posté, pas une photo, pas une story, pas une citation cryptique. Ces réseaux sociaux, autrefois un flux quotidien de perfection soignée et de légendes inspirantes, étaient devenus sombres. Personne ne l'avait vu depuis une semaine. Puis 2 jours. J'ai reçu d'autres messages, cette fois de personnes que je ne m'attendais pas à voir. Quelques parents se sont excusés, pas de ne pas avoir assisté au mariage, mais de ne pas avoir pris contact plus tôt. L'un d'eux a même admis qu'il avait cru aux rumeurs mais qu'il s'était senti malade en lisant ce que j'avais écrit. Je n'ai répondu à la plupart d'entre eux, je n'ai pas senti le besoin de ressasser de vieilles douleurs ou de rouvrir des portes que j'avais fermées pour une raison. Ce qui importait,
c'est que le récit avait changé. Mon silence ne contenait plus de place pour les histoires des autres, il contenait la mienne. Florian a imprimé une copie du post et l'a encadrée pour moi, pas parce qu'elle était poétique, mais parce que c'était la preuve que je m'étais défendu, que j'avais arrêté de laisser mon amour pour la paix faire taire mon droit à la vérité. Au travail, mes collègues, dont beaucoup avaient assisté au mariage et vu à quel point notre liste d'invités était mince, ont lu le post et m'ont offert des hochements de tête silencieux de soutien. L'un d'eux, un cadre supérieur, m'a dit qu'elle avait vécu quelque chose de similaire avec sa propre famille et qu'elle regrettait de ne pas s'être manifestée plus tôt. Caleb a appelé plus tard cette semaine pour dire que le post avait fait des vagues. Apparemment un de nos parents éloignés avait contacté un consultant juridique pour diffamation, mais après avoir lu le post et confirmé qu'il ne contenait aucune déclaration fausse, personne n'était disposé à aller de l'avant. Tu t'es bien protégé, a dit Caleb, et plus important encore, tu as dit la vérité. Ce soir-là, Florian et moi sommes allés nous promener dans notre quartier. Il faisait plus frais que d'habitude, avec une douce brise qui filait à travers les arbres. Ça va, m'a-t-il demandé. Je ne sais pas, j'ai admis. Une partie de moi veut riposter plus fort, une partie de moi veut juste avancer. Peut-être que tu peux faire les deux, a-t-il dit. Tiens bon sang laisser cela te consumer. Je pensais que dire la vérité serait la fin de tout ça. Et elle a raison. Et cela ne rend pas les choses plus faciles. Ce week-end, nous avons reçu un autre message, cette fois par l'intermédiaire du frère aîné de mon oncle Lorraine. Il m'a envoyé un texto directement. Je pense que ta mère a peur. Elle perd des gens. Certains d'entre nous commencent à parler. Cela semblait presque surréaliste d'entendre cela. Pendant des années, Lorraine et Sophie avaient contrôlé le récit si étroitement, mais maintenant les choses changeaient. Mon oncle Joël a continué, juste pour que tu le saches, je n'ai jamais cru ces choses qu'elle disait à ton sujet. Je ne savais juste pas quoi faire. Je n'ai pas répondu. Je l'appréciais, mais le silence avait longtemps été son choix, et maintenant il voulait se tenir à la lumière parce que c'était plus sûr. J'apprenais à accepter des vérités compliquées, que tout le monde qui vous voit enfin n'est pas digne de se tenir à vos côtés. Lundi matin, Caleb m'a envoyé une ébauche. C'était une notification formelle, formulée calmement mais fermement, demandant que Lorraine et Sophie cessent toutes remarques publiques indirectes impliquant diffamation, manipulation ou instabilité de ma part. Elle incluait des exemples, référençait des précédents. C'était un avertissement, pas un procès, pas encore. Je l'ai approuvé. Il l'a envoyé cet après-midi-là. Mercredi, Sophie et Lorraine avaient discrètement retiré leur publication, sans explication, sans excuse, juste le silence. Cela ne ressemblait pas à une victoire, pas encore, mais cela ressemblait à des progrès. Caleb a appelé pour confirmer la réception. Ça a attiré leur attention, a-t-il dit. Bien. Elles ne vont pas arrêter d'être qui elles sont, Manon, mais maintenant elles savent que tu n'as pas peur d'elles. Et cela, plus que tout, était ce dont j'avais besoin. Pas de vengeance, pas de validation. Juste qu'elles comprennent que la version de moi qu'elles pensaient pouvoir faire taire n'existait plus. J'étais mon propre orage maintenant, et les prévisions n'étaient pas en leur faveur. Les choses sont devenues calmes après cela, pas paisibles, juste calmes. Plus de posts cryptiques, plus de mails avec des menaces voilées, plus de cousins qui me tendaient des captures d'écran. C'était comme si, collectivement, la famille Moreau avait décidé de faire semblant que je n'existais plus, et honnêtement, cela me convenait parfaitement. J'ai décidé de ne pas poursuivre. Je l'ai dit à Caleb au téléphone un après-midi en me promenant dans une librairie locale, l'odeur du vieux papier et du café me ramenant à une étrange forme de calme. Je pense que j'ai terminé, j'ai dit. Il n'a pas discuté. Alors, c'est le bon choix. Ce n'était pas parce qu'elle ne le méritait pas, c'était parce que je n'en avais pas besoin. Je ne voulais pas de salle d'audience, de gros titres et de déposition. Je n'avais pas besoin qu'un juge me dise ce que je savais déjà. J'avais gagné quelque chose de bien mieux, ma propre voix. Cette semaine-là, j'ai lancé un blog anonyme, sans nom, sans photo, sans histoire qui puisse être retracée. Juste mes mots. Je l'ai appelé la sœur non invitée. Cela a commencé par l'histoire, pas en détail complet, juste assez pour donner le ton. Ensuite, j'ai écrit sur le silence, sur la manipulation déguisée en loyauté, sur ce que signifie être exclu d'un mariage pour lequel vous avez payé, sur la façon dont le traumatisme peut venir de personnes qui vous envoient encore des cartes d'anniversaire. Je ne m'attendais pas à grand-chose, je ne l'ai même pas lié à un compte social,
mais 3 jours plus tard, j'ai vérifié les statistiques et des milliers de femmes l'avaient déjà lu. Des centaines de commentaires ont afflué, histoire, confession, gratitude, rage, soulagement. J'avais ouvert une porte et elle la traversait. Un soir, recroquevillé sur le canapé avec Florian, il a levé les yeux de la lecture de quelques commentaires et a dit, « Tu sais, je pense que tu as besoin d'un nom de plume. » Oh, quel nom de plume, a-t-il souri avec férocité. Quelque chose de mystérieux, comme Manon Justice. J'ai éclaté de rire. Cela ressemble à une avocate de télévision de jour. Exactement. C'est parfait. Elle arrive au tribunal avec vengeance et une bonne coupe de cheveux. J'ai secoué la tête, souriant toujours. Tu es ridicule. Tu es puissante, a-t-il dit, soudainement plus sérieux. Les gens t'écoutent. Tu les aides. C'est ce qui compte. Pour la première fois depuis longtemps, j'y croyais. Puis est arrivée la lettre. Elle est arrivée un jeudi, une enveloppe crème avec mon nom complet écrit en lettres élégantes. J'ai reconnu l'écriture immédiatement, Lorraine. Je l'ai ouverte dans la cuisine, laissant le papier se déplier sur le comptoir comme une relique d'une autre époque. Les mots étaient tranchants, mesurés. Elle était toujours meilleure sur papier, là où elle pouvait contrôler le ton et effacer l'émotion. Elle ne s'est pas excusée. Au lieu de cela, elle a menacé, si le matériel diffamatoire reste en ligne, je n'aurai d'autre choix que d'explorer des voies publiques, y compris parler à la presse. Pas de signature, juste mère. Je suis resté là longtemps, à la lire encore et encore. Mon estomac ne se tordait pas, mes mains ne tremblaient pas. Je n'avais pas peur, j'étais fatigué. J'ai scanné la lettre, l'ai envoyée à Caleb et j'ai continué ma journée. Il a appelé ce soir-là. Elle a vraiment mis ça par écrit. Ouais. Alors je vais m'en occuper. Dans les 48 heures, il a rédigé une réponse. Une lettre de mise en demeure, directe, professionnelle et chargée de poids juridique. Il a rappelé à Lorraine qu'aucun nom n'avait été mentionné, qu'aucune loi n'avait été enfreinte, que la poursuite de contacts médiatiques ne ferait qu'amplifier le récit même qu'elle prétendait ressentir. Il l'a envoyé par courrier et par email. Puis nous avons attendu. Aucune réponse, pas un mot. Le silence ne ressemblait pas à de la reddition. Cela ressemblait à de l'évitement. Mais je m'en fichais. Je n'essayais pas de gagner, je n'essayais même pas d'être entendu. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Un soir, j'ai fermé l'ordinateur portable après avoir écrit un nouveau post intitulé « Ce que nous faisons de la rage ». Il s'agissait de transformation, de la façon dont nous prenons ce que nous survivons et l'utilisons pour tracer de nouveaux chemins. J'ai parlé de ne pas pardonner aux gens qui n'ont pas changé, de protéger votre paix comme une propriété. Je l'ai terminé par une ligne qui n'était pas censée être dramatique, mais elle est restée avec moi, certaines personnes ne méritent pas une place à votre table, même si elles ont construit la maison. Après l'avoir posté, j'ai versé un verre de vin et j'ai rejoint Florian sur le porche. L'air était frais, lourd de pain et de crépuscule. « Tu penses qu'elles essaieront encore ?» a-t-il demandé doucement. « Non, » j'ai dit, parce que je ne leur donnerai pas une autre ouverture. Il a hoché la tête. « Tu penses que c'est froid ?» j'ai demandé. « Non, » a-t-il dit, je pense que c'est honnête. Je me suis appuyé contre son épaule et j'ai fermé les yeux. Je n'étais plus en colère, je n'attendais pas de clôture, ni d'explication, ni d'excuse. J'avais construit quelque chose qu'elle ne pourrait jamais toucher, une vie où leur approbation n'était pas la monnaie, un nom que j'avais choisi pour moi-même, une voix qui était enfin la mienne. C'est arrivé un mercredi matin, à la fin du printemps. J'étais dans la cuisine, attendant que la bouilloire chauffe, quand j'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois que mon corps s'était senti vraiment bien. Au début, j'ai ignoré cela. J'avais travaillé dur, écrivant tard dans la nuit, laissant les repas se mélanger les uns aux autres. Mais quelque chose à l'intérieur de moi bourdonnait avec une conscience tranquille, un subtil changement, une étrange quiétude qui ressemblait à de l'anticipation. Vendredi, je fixais 2 lignes roses sur un test que j'avais acheté avec des mains tremblantes dans une pharmacie de 2 villes plus loin. Je me suis assise sur le bord de la baignoire pendant 10 bonnes minutes, incapable de traiter ce que je voyais. Enceinte. Moi. Pas dans le sens abstrait du terme, le 20 jours, mais maintenant, ici, dans ce corps que j'apprenais enfin à faire confiance à nouveau. Quand j'ai dit à Florian ce soir-là, il m'a juste regardé pendant une seconde de trop, puis il a ri, pas de choc, pas de peur, mais de quelque chose de plus profond,
comme si le monde avait enfin basculé dans la bonne direction. Nous allons avoir un bébé, a-t-il dit, tenant mon visage dans ses deux mains. Nous allons avoir un bébé, j'ai murmuré. Il n'a pas demandé si j'étais sûr, il n'a pas demandé comment je me sentais, il m'a juste serré dans ses bras et a dit, alors nous allons créer un monde où ils n'auront jamais à se demander qui les aime. Dans les semaines qui ont suivi, nous l'avons gardé secret, pas par superstition ou par secret, mais parce que nous voulions que ce soit le nôtre pendant un moment. J'ai écrit à ce sujet sur le blog, sans le nommer, juste de petits extraits, des histoires sur les débuts, sur le sol avant qu'il ne fleurisse, sur la peur qui a le goût de la joie. Les lecteurs savaient, les femmes savent toujours. Ils ont inondé les commentaires de chaleur, ne demandant jamais de confirmation, offrant juste de l'amour. J'ai vécu dans cette bulle, dans ce silence doré, jusqu'à ce que quelqu'un la perce. Lorraine. Elle l'a appris comme elle l'a toujours fait, par quelqu'un d'autre, un ami d'un ami, la nièce d'un collègue, peu importe comment. Elle savait que l'enveloppe était arrivée par la poste, à nouveau, crème, familière. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Elle est restée sur le comptoir de la cuisine pendant 2 jours entiers avant que Florian ne dise finalement « Veux-tu que je la lise d'abord ?» J'ai secoué la tête. Non. Je dois. À l'intérieur se trouvait une carte, rose pâle, une aquarelle de 2 éléphants, trompe à trompe sous un arbre. À l'intérieur, le message, dans son écriture, nous avons été surpris et ravis d'apprendre votre nouvelle. Sophie et moi aimerions être impliqués dans la vie de votre enfant. Peut-être, si vous êtes ouverte, il pourrait grandir avec 2 mères au lieu d'une. J'ai lu cela encore et encore. Il n'y avait pas d'excuse, pas de reconnaissance de ce qui s'était passé avant, juste une suggestion délirante que Sophie pourrait coparentir un enfant avec lequel elle n'avait rien à voir. Enclosed avec la carte se trouvait un album photo fait main. Sur la couverture, des lettres dorées formant les mots en mémoire affectueuse de la famille. À l'intérieur se trouvaient des photos de moi et Sophie enfant, de Lorraine nous tenant toutes les deux, de vacances, de remise de diplôme, des moments qui semblaient maintenant déformés et incomplets. Je n'ai pas fini de le feuilleter. Je l'ai fermé et j'ai placé l'ensemble du paquet dans un tiroir que je n'avais pas ouvert depuis des mois, celui où je gardais de vieilles photos et lettres que je n'étais pas prête à brûler, mais que je refusais d'exposer. Puis j'ai bloqué tous les numéros que je connaissais, Lorraine, Sophie, même quelques cousins dont je soupçonnais qu'ils essaieraient de les contacter. La porte n'était pas juste fermée, elle était scellée. Ce soir-là, j'ai dit à Florian ce qu'elle avait écrit. Il n'a pas réagi comme je m'y attendais, pas de rage, pas de blague, juste une silencieuse incrédulité. Elle pense vraiment qu'elle peut réécrire la fin, a-t-il dit. Pas cette fois. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai regardé le petit renflement qui commençait à apparaître sous ma chemise. Ce n'était pas encore visible, mais je le sentais, chaque moment, chaque respiration, comme un battement de cœur sous le mien. Je vais élever cet enfant dans la vérité, j'ai dit. Pas d'illusion, pas de performance, pas de faux albums de famille. Florian a hoché la tête, ses yeux doux. C'est la meilleure chose que quiconque ait jamais dite, a-t-il murmuré. Dans les jours qui ont suivi, j'ai ressenti une étrange paix s'installer en moi, pas une paix parfaite, pas celle que vous lisez dans les livres, mais un calme ancré qui venait de savoir qui j'étais, qui je n'étais pas. J'ai écrit à nouveau, un post intitulé « La porte que nous ne rouvrons pas ». Je n'ai pas mentionné la grossesse, je n'ai pas mentionné Lorraine ou Sophie, mais le message était clair, tous les liens ne méritent pas une seconde chance, toute histoire n'a pas besoin de suite. Et quand quelqu'un vous montre ce que la famille signifie pour lui, croyez-le la première fois. J'ai reçu plus de réponses que jamais, des femmes qui avaient élevé des enfants selon leurs propres termes, des femmes qui avaient quitté des parents qui avaient utilisé la tradition comme arme, des femmes qui avaient appris que l'héritage ne signifie pas la loyauté. Chaque message était un cadeau, chaque histoire un rappel que je n'étais pas seul. Une lectrice a écrit « Votre enfant a déjà la meilleure mère, celle qui a choisi de mettre fin au cycle ». J'ai imprimé ce message et je l'ai épinglé à l'intérieur de mon journal. Il est resté là, chuchotant en retour les jours où j'en avais besoin. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, si j'aurais un garçon ou une fille, si elle aurait ma ténacité ou la force tranquille de Florian, mais je savais ceci, elle ne douterait jamais de qui je suis. Elle ne se demanderait jamais si je l'avais choisi. Elle grandirait en sachant que l'amour n'est pas quelque chose que l'on exécute pour obtenir de l'approbation, c'est quelque chose que l'on protège farouchement et sans excuse. Le matin, la lumière du soleil se déversait par la fenêtre alors que je regardais Florian balancer doucement notre fille dans ses bras, sa petite main posée contre sa poitrine, sa respiration douce et régulière,
comme si le monde extérieur n'avait rien à prouver. Nous n'avions pas choisi de nom tout de suite. Il a fallu du temps. Il fallait que cela ait un sens. Finalement, nous avons choisi Grâce, parce qu'elle est née non seulement de l'amour, mais aussi du lâcher-prise. J'avais l'habitude de penser que la clôture venait avec des excuses, avec des retrouvailles larmoyantes et des confessions dramatiques, mais en me tenant sur ce rivage tranquille, en regardant Florian fredonner un berceuse dans la tête de notre fille, j'ai réalisé autre chose, la clôture n'est pas donnée, elle est réclamée. Je n'attendais pas que mes parents se montrent avec des remords dans les yeux. Je n'espérais pas que Sophie comprenne soudainement les dégâts qu'elle avait causés. Cette histoire s'était terminée au moment où j'avais arrêté de me modifier pour correspondre à leur récit. Nous vivons maintenant dans un cottage loué le long de la côte de l'Oregon, rien de chic, une seule histoire avec des côtés érodés et un jardin plein de lavande et de thym sauvage. J'écrivais le matin, généralement avec Grâce dans un râpe contre ma poitrine, son battement de cœur synchronisé avec le mien. Mon blog avait grandi, pas en célébrité ou en monétisation, mais en signification. Les femmes m'écrivaient de partout, infirmières, enseignantes, femmes au foyer, avocates, femmes qui avaient été effacées par leur propre famille et qui avaient tranquillement reconstruit quelque chose de nouveau. Je n'avais jamais rencontré la plupart d'entre elles, mais d'une certaine manière, je les aimais parce qu'elles avaient fait ce que j'avais fait, elles s'étaient choisies. Un après-midi, alors que nous marchions sur la plage, Florian s'est tourné vers moi. « Tu regrettes jamais ?» m'a-t-il demandé. « Quoi ? De quitter le mariage ? De les couper, tout ça ? » J'ai pensé à cela, au jour où je me suis tenu dans une robe que personne n'avait choisie avec moi, dans une pièce remplie de gens qui m'aimaient pour qui j'étais, pas pour qui j'avais fait semblant d'être, au son des vagues de l'océan à Bali alors que nous nous promettions l'éternité sans témoin, au premier frémissement de vie en moi, à la première fois que j'ai dit non et que je n'ai pas expliqué. Non, j'ai dit, pas une seule fois. Il a souri, se penchant pour ramasser Grâce alors qu'elle commençait à s'agiter. Elle s'est calmée instantanément. C'était son cadeau, la capacité d'apaiser les tempêtes par sa seule présence. J'avais l'habitude de me demander si je serais une bonne mère, si l'absence de la mienne pouvait être remplie d'intention, mais alors j'ai regardé ma fille et j'ai su qu'elle n'aurait jamais à gagner de l'amour. Elle ne serait jamais comparée à quelqu'un d'autre. Dans sa propre maison, elle ne serait jamais priée d'être plus petite pour que quelqu'un d'autre puisse briller. Elle grandirait avec la vérité, le calme et une protection féroce. Un matin, un cousin dont je n'avais pas entendu parler depuis plus d'1 an m'a envoyé un email. Elle avait vu le blog, elle reconnaissait la voix. Elle a écrit, « Je ne te croyais pas alors, mais je te crois maintenant. Je suis désolée d'être restée silencieuse. » Je n'ai pas répondu, pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'avais plus besoin de ce pont. Certaines portes sont mieux fermées, mais j'ai imprimé l'email, pas comme un trophée, mais comme un rappel que le silence parle, mais la vérité aussi, parfois plus fort. Des semaines plus tard, un paquet est arrivé, pas de notes, juste une couverture de bébé douce et une photo de moi enfant avec Lorraine. Au dos, quelqu'un avait écrit « Viens à la maison ». Je suis resté là longtemps, tenant cette photo, puis je l'ai portée dehors vers le feu de camp et je l'ai laissé partir. Pas de colère, mais de finalité. Plus tard cette nuit-là, j'ai tenu Grâce près de la fenêtre et j'ai murmuré, « Tu ne viens pas de la honte, tu viens du choix. » Florian m'a entouré de son bras, son menton reposant sur mon épaule. « Prêt ?» a-t-il demandé. « Pourquoi ? » Pour la suite. J'ai regardé les vagues sombres. La lune était basse, projetant de l'argent sur l'eau comme un chemin que seuls nous pouvions voir. Je crois que oui, j'ai dit. Il n'y a pas eu de grand moment, pas d'appel téléphonique dramatique, pas de confrontation, juste un lent éloignement de ce qui ne nous servait plus. La famille, ce n'est pas qui partage ton sang, c'est qui se présente et reste. C'est qui protège ton nom quand tu n'es pas dans la pièce, qui écoute quand tu dis que ça fait mal, qui ne te demande jamais de te diminuer pour qu'une autre personne puisse briller. Alors que Grâce tendait la main et enroulait ses doigts autour des miens, j'ai souri, car dans ce petit geste, j'ai vu tout ce pourquoi je m'étais battu, la paix, la clarté, la liberté, un avenir non pas construit sur la culpabilité ou l'obligation, mais sur le choix. Alors non, je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. J'avais tout ce dont j'avais besoin, juste ici. Et si vous lisez ceci, vous vous demandez si partir fait de vous une égoïste, une froide ou une sans-cœur, laissez-moi vous dire quelque chose. Je souhaite que quelqu'un me l'ait dit il y a des années, vous n'êtes pas brisé pour avoir quitté ce qui vous a brisé. Vous êtes courageux. Vous êtes suffisant.
Vous êtes déjà chez vous.